à l'étranger, en général, si tu n'as pas d'argent, tu ne vaux rien. Tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance d'en sortir. Je me souviens, par exemple, j'étais en classe de neige, je me souviens plus du prénom d'une des monitrices. À la fin, quand j'ai quitté, donc je crois que j'ai dû pleurer parce que je l'aimais beaucoup. Ouais. Et en rentrant à Paris, je lui ai écrit une carte postale. Ouais. Elle m'a répondu. Ah ouais, c'est fou. Elle m'a répondu Ouais. et c'était touchant. Le petit il tombe à l'eau et le Fabien le rattrape directement, tu vois. Ça, c'était fou. Tu t'es puré à 10 ans. C'est fou. Il nous appelle pour nous décerner la 2e étoile. D'accord. Donc toi, t'as Je suis sauté passé les de étapes. rien à 2e étoile. Ouais. Donc j'étais heureux. Je me suis dit, waouh. Et ça te donne une confiance en toi. Que tu le veuilles ou non, le monde n'a pas besoin de toi. Personne n'a besoin de toi. C'est toi qui as besoin. C'est toi qui as besoin d'apprendre. C'est toi qui as besoin de diplôme. C'est toi qui as besoin de t'épanouir. C'est toi qui as besoin d'être respecté. Pourquoi, quand on est dans un endroit de riche, Ouais. t'as le respect, Ouais, et quand on est dans un endroit de pauvre, ghetto, Ouais. cité, il n'y a pas de respect. c'est vrai. Je comprends pas ce côté pauvre, on manque de respect, et riche, on respecte. Mm. C'est quoi le rapport en fait avec l'argent? Et justement, pourquoi on fait cette série de podcasts? C'est pour dire aux gens que si vous êtes reconnaissant et si vous avez un bon comportement, ça ne pourrait être que mieux. Des cancres, mais avec un bon comportement. Quand j'y repense, je sais même pas si je laisserais mes enfants faire ça. Je laisserais même pas, mais... Bonjour et bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, nous allons parler des mérites de la France, c'est-à-dire des bienfaits qu'on a de vivre en France. Aujourd'hui, je suis avec Amou. Amou, bienvenue à toi. Je te remercie. Étant expatrié depuis plus de 10 ans, donc nous avons une expérience et nous avons pu comparer d'autres pays avec la France. Et donc nous voulons un peu redorer le blason de la France et permettre aux gens qui y vivent de pouvoir mieux y vivre. Car il serait triste, en fait, il est triste de constater que les gens qui y vivent passent leur temps à se plaindre et ne profitent pas de nombreux bienfaits dont ils peuvent profiter en France. Donc on va faire cette série de podcasts en commençant par l'éducation. Donc il y aura l'éducation, après on fera la formation, la santé, les infrastructures. Donc aujourd'hui on va commencer avec l'éducation. Donc je te laisse commencer à mon... Bon, avant de commencer, déjà, on va pas dire que la France est un pays parfait. On va juste comparer, parce que comme tu le disais si bien, ça fait 10 ans qu'on a quitté la France. En plus, on a fait plusieurs pays. Donc on peut comparer. Exact. Et on peut vraiment se rendre compte qu'il y a de gros bienfaits en France. On va commencer par l'éducation. Ouais. Déjà l'école. Déjà quand on voit l'école en France, par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres pays, déjà on voit la gratuité de l'école. On peut dire ce qu'on veut, mais ça reste gratuit. Et en plus, c'est de qualité. Cette qualité, exact. Donc ça, faut vraiment s'en rendre compte. Moi, je sais que j'ai fait mes études moi à Colombes dans le 92. J'ai commencé donc la maternelle. Bon, j'ai pas trop de souvenirs. Après l'école primaire, j'en ai que des bons souvenirs. Ouais. J'en ai que des bons souvenirs. Donc toi, t'étais aussi à Colombes. Ouais. Toi, tu étais dans quelle école? Moi, j'étais à l'école Léon Bourgeois. Ouais, moi, j'étais à Marcelin Berthelot, vers Valmy. Bah, moi, mon école porte bien son nom pour le coup. Ouais, c'est que Parce des bourgeois. Léon Bourgeois, il y avait quasiment que des bourgeois. Ouais. Pour résumer, il y avait principalement que des Français. Et je crois que dans ma classe, on devait être peut-être 2 rebeux. Ouais. Et je crois qu'il y avait un black. Ok. Voilà, pour te dire un peu. Ouais. Ah, vous êtes chez une minorité, quoi. Ouais, exactement. Donc, franchement, j'en garde que des bons souvenirs. Ouais. Donc, forcément, tout n'était pas parfait, tout n'était pas rose. Mais avec le recul, et quand on compare aussi avec ce que nos enfants ont eu à l'étranger, Ouais. on dit, ah ouais, quand même. Ouais, c'est énorme. C'était du level. C'est un fossé. Ouais. Bah, je vais te laisser commencer, toi, pour avoir ton ressenti. Ouais, et écoute, et ensuite. Donc, moi, ce que je peux dire par rapport à la France, c'est qu'en fait, on se rend pas compte, mais comme tu as dit, la gratuité, la qualité, en fait, on s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas quitté la France. En quittant la France, on s'attend, en fait, dans notre inconscient, en fait, à trouver les mêmes critères que la France, alors que pas du tout. Par exemple, en France, donc comme on a dit, c'est gratuit et c'est de qualité.
Donc on a des cours, on a des super profs qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font. Et alors qu'à l'étranger, eh bien, on peut trouver, lorsque c'est gratuit, ça sera médiocre. C'est-à-dire que tant que tu ne payes pas, c'est un peu le système capitaliste, en fait. Et là, tu te rends compte que la France, le côté socialiste, enfin le côté voilà d'aider les gens, etc. C'est magnifique parce que à l'étranger, en général, si tu n'as pas d'argent, tu ne vaux rien. Tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance d'en sortir. À l'étranger, faut aller dans des écoles privées et même les écoles privées, il faut rajouter des cours privés. Alors qu'en France, si on suit le cursus, on va dire, étatique, gratuit, et qu'on s'applique, qu'on le fait sérieusement, premièrement, on aura appris, on aura compris, et on aura les bagages pour pouvoir passer les diplômes. On n'a pas besoin d'ajouter. Et malgré cela, l'école et certaines structures de la mairie, par exemple, vous proposent des aides pour faire des aides aux devoirs, etc., gratuitement. Et en fait, donc, on a toutes les armes pour réussir. On a toutes les armes pour réussir. Et ce qui est triste, c'est de voir tout cet échec scolaire et toute cette critique de l'éducation nationale, en sachant que oui, bien évidemment, le niveau a baissé, d'accord, il n'y a pas de problème, mais il reste nettement supérieur à beaucoup de pays. Ouais, exactement. Moi, dans mon ressenti, bon, certes, c'était une époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui, mais moi, à mon époque, ce que je me rends compte, et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours le cas en France, c'est que déjà, il y a une certaine bienveillance. C'est vrai. Les profs, ou les maîtres et les maîtresses, ils font ça généralement, ils font d'abord ça par vocation. C'est vrai. C'est pas l'argent qui prime. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque. À l'époque, je me souviens, c'était quasiment que de la vocation. Aujourd'hui, les mentalités ont un peu changé, mais ça reste que si on vient comparer la France à d'autres pays, que ce soit européens ou du tiers-monde, franchement, c'est incroyable. Ouais. Cumuler les deux, cette qualité avec cette gratuité, c'est incroyable. Ouais. C'est une chance. Exactement. Regarde, aujourd'hui, on est à l'étranger, même quand on paye, la qualité n'est pas aussi bonne que celle qu'on avait en France. Exactement. Ça, c'est incroyable. N'est pas aussi bonne que la gratuité en France. Exactement, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Ouais. Alors qu'on pourrait dire, par exemple, l'Angleterre, c'est bien, les États-Unis, c'est bien. Ok, peut-être que dans le primaire, c'est gratuit. Mais il suffit que tu ailles à l'université, il faut que tu fasses un emprunt bancaire. Ouais. Un prêt bancaire plutôt. Exactement. T'imagines, ça, c'est des sous. C'est des sous. Que tu rembourses pendant X années. Exactement. Alors qu'en France, où on en parlera plus tard, tu peux rentrer dans une école privée universitaire et, par exemple, en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, le conseil régional ou départemental peut t'aider entièrement, des fois, à faire 5 ans, 7 ans d'années d'études. Ouais. Et d'avoir un diplôme où les entreprises viennent te chercher. Tu vois, c'est une chance. C'est incroyable. C'est une chance incroyable. C'est incroyable. Donc il faut se rendre compte de ça. D'avoir des diplômes reconnus par le monde entier. Ouais, c'est vrai. Gratuit. Gratuitement. Il suffit juste de s'y mettre. Exactement. Tu vois. Donc voilà, donc ça c'était d'abord ça que je voulais mettre en valeur. Ensuite, après, si je peux te raconter quelques anecdotes. Moi, je me souviens, ma maîtresse, quand j'étais en CM1, CM2, c'était comme une grande sœur. Voire une tata ou une maman. Pourquoi quand elle me voyait dehors, si par exemple j'étais à un endroit qui n'était pas convenable, dans le sens où je traînais dans la cité avec des personnes qui n'étaient pas forcément recommandables, elle me le disait gentiment et après prévenait mes parents. Ouais, directement. Directement. Et mes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils l'écoutaient. Ouais. Parce qu'elle fait partie de mon éducation, cette dame. Ouais, c'est vrai. Il y avait une confiance. Exactement. Ça veut dire que si cette dame, qui est de l'éducation, elle vient te donner un conseil, c'est qu'il est forcément bon à prendre. Exactement. Donc nos parents, elle était impliquée. Exactement. En fait. Cette implication, en fait, ça vient de la vocation aussi. C'est ça. Tu aimes ce que tu fais. Exactement. Tu aimes ce que tu fais, forcément, tu le fais pour l'argent parce que tu as besoin de vivre, mais c'est pas la base de tout. C'est ça. Ils aiment enseigner. Exactement. Ils aiment transmettre. Exactement. Ouais, c'est vrai, c'est une belle anecdote que tu nous racontes là. Et on peut parler aussi, par exemple, des sorties. Donc, moi, je me souviens en primaire, on allait souvent à la piscine de Colombes pour apprendre à nager. Donc, ça fait partie de ton éducation, apprendre à nager. Tu payais ?
Non. Encore une fois. C'est vrai. Je payais pas, c'est vrai. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est après coup que tu réalises ce que c'est. C'est-à-dire que, en gros, c'est l'éducation sportive. Il nous faisait toucher à plusieurs sports. Donc, on a fait de la piscine, de la natation. On a fait de l'athlétisme, saut en longueur. Je crois on avait même testé du saut à la perche en apprenant avec le Stadif du Manoir, avec Monsieur Niaré. Monsieur Niaré, à l'époque, c'était notre coach. Donc il y avait le Stadif du Manoir, on faisait du saut en longueur, du saut à la haie, donc la natation. On faisait pas trop de foot. Le foot, c'était à l'école. Bon, ça, tout le monde jouait au foot de toute façon. Mais en fait, quand tu réfléchis, et je sais que dans d'autres écoles, par exemple, ils faisaient de l'escrime. C'est ce que je faisais, moi. De l'escrime, toi, tu faisais ça? Je faisais de l'escrime, allez en bourgeois, forcément. Allez en bourgeois. Patinage artistique. Du patinage? Du patinage. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on en a fait, nous aussi, du patinage. C'était un peu plus rare, mais on en a fait. Et ce qui fait qu'en fait, ça t'ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit de l'enfant. Et ça permet, en fait, d'avoir une culture générale, de s'ouvrir au monde. Et franchement, et de s'épanouir. Surtout ça, en fait, c'est vraiment... tout est fait pour l'enfant. Et comme on a dit, de façon gratuite. Et donc là, on a ces sorties-là, on va dire, c'était peut-être toutes les 2 semaines, ou je sais plus, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, c'était récurrent. Et comment ne pas mentionner les sorties scolaires, c'est-à-dire les classes de neige, les classes de mer, les classes vertes, etc. Je me rappelle, en CP, j'ai encore des photos. Donc, au CP, j'avais 6 ans. Et on est parti au château de la Brosse, qui appartenait à Colombes. Au château de la Brosse. Et là-bas, je me rappelle, j'ai des photos encore, on a fait du poney. Tu vois, du poney. Donc, tu mets j'ai oublié comment on dit la protection. Du casque, quoi. Ouais, le casque, mais il y a un nom spécial de... Je me rappelle plus c'était quoi. Je crois que c'est la toque, je suis pas sûr. Donc, tu mettais ton casque, t'apprenais à monter le poney, voilà, comment le faire arrêter, etc. C'est épanouissant, parce que quand toi, tu viens d'une cité et que tu as l'occasion de sortir de ta cité, de ta ville, de ta région, de vivre dans la nature, parce qu'on était le château de la Brosse, c'est vraiment au milieu d'un domaine, en fait, d'un domaine où il y a une forêt juste à côté. On faisait du VTT dans la forêt, en file indienne, etc. En fait, quand tu te rends pas compte, mais ça te fait des souvenirs magnifiques. Et donc, comme on a dit, le poney, je me rappelle, à l'intérieur du château, il y avait une pièce avec des tatamis. Ils nous apprenaient le karaté, le judo. En fait, tu te rends pas compte, mais c'était incroyable. Et tout ça, au prorata du quotient familial. Ça veut dire que si ta famille était aisée, bah, tout ça paiera un peu plus. Mais si ta famille n'était pas très aisée, bah, elle paiera moins. Et ça, c'est juste. Exactement. En fait. Et ça permet de ne pas faire de discrimination. Sinon, ça serait réservé qu'aux riches. Et donc, j'en garde des super souvenirs. Je vais d'abord te laisser raconter, toi, une petite histoire sur un voyage. Et après, j'en aurai d'autres en CM1 et en CM2. Bah, déjà, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que ce qui est voulu avant tout, c'est que ce soit ludique. Ouais. C'est ça qui est fou. C'est pas tu fais une sortie pour aller t'amuser. C'est qu'à la fois tu t'amuses, mais tu apprends. Toi, tu parlais de sport. Par exemple, tu vois, on connaissait tous les épées. Ouais. Moi, j'ai fait de l'escrime. Tu vois, j'ai appris à des noms d'épées. Ouais. T'as le fleuret, etc. T'en as plein d'autres, j'ai oublié les noms. Ouais. Et tu apprends comment te battre avec, enfin, comment toucher, quoi. Ouais, comment toucher, exactement. Une discipline. C'est ça. Quand tu vois la piscine, j'ai appris à nager là-bas. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'école, à cette heure-ci, je ne serais pas nagé. Tu serais allé pour patauger exactement. En été, quoi. C'est ça. Le patinage, on a la patinoire, c'est du patin. C'est incroyable. Ça veut dire que pour de vrai, s'il n'y avait pas l'école, aujourd'hui je saurais, mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Tu vois, en tant qu'enfant, issu de cité. Tu vois, c'est le foot. Que le foot en bas. Que le foot. Et le sport de ballon, on va dire. Parce que le sport de ballon,
Quand tu vois aussi les cours de récré, elles sont bien aménagées. Il y a un petit terrain de foot que tu inventes un peu, mais en tout cas, il y a des espaces qui sont faits pour. Tu as le préau. Moi, j'avais des cages, moi. Ah, tu vois, c'est fou. On avait des cages, on jouait au foot tout le temps. C'était sur le mur, tu vois, tu avais des tresses sur le mur. Tu vois. En tout cas, c'est un truc qui est alloué pour. Tu as le préau. C'est vrai, le préau. Quand il pleut. Ouais, c'est vrai. Et tu vas se protéger. Voilà, les pièges à l'élastique, etc. Vous aviez aussi un petit gymnase? On avait un petit gymnase, mais il n'était pas accessible pendant la création. Non, en récréation. Exactement. Ah non, exactement. on avait aussi, ouais. Donc c'est incroyable. Quand tu réfléchis après coup, tu te dis, mais on avait tout. Ouais. On avait tout gratuitement. C'est ça. On s'en rendait pas compte. Je vais te rajouter quelque chose qu'il n'y a pas dans tous les pays, la cantine. La cantine, exactement. Ouais. On peut discuter sur la qualité des produits, sur le goût. On peut en discuter, mais pour de vrai, c'est pas facile de satisfaire tout le monde. Il faut avoir un budget conséquent pour satisfaire tout le monde. Quotidiennement, en plus. Quotidiennement. Ouais. Et te dire qu'il y avait un chef cuistot, tu avais des dames de service, c'est toujours propre. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'il faut en parler de tout ça. Il faut reconnaître, en fait. Exactement. Ça, c'est fou. Après, là, tu parlais des sorties scolaires. Que dire des sorties scolaires? Raconte-moi, ta première sortie, c'était laquelle? Ma première sortie, c'était au Mont-Saint-Michel. Au Mont-Saint-Michel. C'était en quelle classe? J'étais en CE2. CE2, d'accord. Avec Madame Laville. Laville. Ouais. Ouais, franchement, c'était une sortie. Si je me trompe pas, je devais avoir 8 ans. CE2, je crois que c'est 8 ans. CE2, c'est 8 ans, ouais. Donc j'avais 8 ans, on a fait cette sortie au Mont-Saint-Michel. Je crois que c'est la première fois que j'entrais dans une église. J'ai découvert l'église. Parce qu'en tant que musulman, j'avais pas l'occasion d'entrer. Donc c'est impressionnant, surtout que c'est le Mont-Saint-Michel, c'est pas une église lambda. Bah, tu m'apprends que c'était une église, le Mont-Saint-Michel. Il y a une église dans le Mont-Saint-Michel, elle est énorme. Okay. Donc pareil, c'est ludique, on t'apprend plein de choses. Et ce que j'aimais, c'est qu'aussi le fait de rendre ce côté social, tu passes des jours à l'extérieur de chez toi. Ouais, donc tu apprends à vivre aussi en communauté autre que ta famille. C'est vrai. Et ça, c'est différent. Il y a des codes qui sont pas pareils. Surtout que nous, on est des rebeux. Ouais. C'est différent. Chez nous, on vit d'une certaine manière. Et là, c'est différent. C'est vrai. Après, tu as annoncé le prix. Ça veut dire que selon ce que tes parents gagnent, tu vas payer plus ou moins cher. Plus ou moins cher. Donc nous, évidemment, on payait pas à des prix vraiment excessifs. Donc franchement, tout ça, c'était magnifique. Quand je suis parti là-bas, je me souviens, tu vois, le Mont-Saint-Michel, entre guillemets, c'est une île. C'est pas tout à fait une île, mais c'est une île. En tout cas, quand tu arrives, tu as un chemin. Tu as un seul chemin qui mène au Mont-Saint-Michel. Ouais. Et quand c'est en marée basse, donc tu as le chemin qui est très visible. Et l'eau monte, tu vois, au fil des heures. Ouais. Ce qui fait que si tu quittes le Mont-Saint-Michel trop tard, tu peux plus passer. Parce que l'eau recouvre tout le chemin. Et ça, c'est quelque chose que je découvre. Parce que tu vois, moi, je passais principalement mes vacances en Algérie. Ouais. Et en Algérie, avec la mer Méditerranée, il y a des marées, mais elles sont minimes, tu vois. On les voit pas l'œil nu, 2 mètres, je sais pas combien exactement. Ce qui fait que tu connais pas ça, tu t'en rends même pas compte étant jeune. Et quand tu arrives, toi, au Mont-Saint-Michel et que je crois que c'est la mer Manche, de la Manche. La Manche. Et tu te rends compte que l'eau elle monte jusqu'au bout, jusqu'à même recouvrir un chemin. C'est impressionnant. Tu peux être bloqué là-bas? Il me semble que oui. Ouais. Il me semble que si je dis pas de bêtises, en tout cas à l'époque, en gros, après je crois que c'est assez tard dans la journée. À un moment donné, le chemin il est recouvert. Impraticable. Ouais. Exactement. Ouais. Après ça, moi je suis parti à Saint-Malo. Là, on a passé quelques jours. Et pareil, on se promenait au bord de la mer, etc. Tu te découvres. La Bretagne. Ouais, c'est beau, j'aime bien la Bretagne. Mais qu'est-ce qu'il pleut, qu'il fait froid tout le temps. C'est pas une légende. Non, c'est pas une légende. Je crois qu'il pleuvait, tu vois. Toujours nuageux là-bas, toujours. Mais franchement, c'est vrai que c'est sortie scolaire. Après, c'était ma première sortie scolaire. J'en ai fait une seconde en primaire. C'était 2 sorties scolaires pour nous. Ouais. C'était la classe de neige. Ouais. Ça, c'était en quoi? J'étais en CM2. Donc, t'en as fait que 2 alors, en primaire? J'en ai fait 2 en primaire. Ouais. Après, j'en ai fait d'autres, mais c'était pas dans le cadre scolaire. Okay. C'est la ville qui nous a emmenés. L'été? C'était pas forcément l'été, c'était pendant les vacances scolaires. On avait plein d'activités. Ah, c'est bien. Je sais pas si tu as connu ça, il me semble que non, parce qu'une fois, on a dû en parler, c'était les pionniers. Non, j'ai pas connu. Les pionniers, franchement, c'était fou, parce que chaque vacances scolaires, et je crois même, si j'ai des bons souvenirs, le week-end, on faisait plein de sorties scolaires. Tu vois. En été, on allait à la mer. Pas sorties, j'ai bêtise, c'est pas sorties. On faisait plein de sorties tout court. C'était en été, on allait à la mer. Des fois, ils organisaient plein de choses, des fêtes. Des fois, il y avait des activités sportives à la fin avec des récompenses. Ouais. Et tu sortais pas un sou. Ouais, c'était gratuit. Il y avait plein d'animateurs. Ils étaient forcément payés, ces gens-là. Exactement. Il y avait des cars qui étaient alloués
pour les déplacements. Ouais. On faisait des chasses à l'homme, enfin, mais des trucs bien organisés. C'était pas tout, là, c'était vraiment, il y avait des choses à chercher, des cartes au trésor, tu vois. C'était plein de choses. Et en fait, tu te dis, mais quand même, parce que l'école, c'est Colombes. Ouais. Et les pionniers, c'est Colombes. Donc ça reste que c'est notre ville qui a organisé tout ça. C'est ça. Je dis, mais vraiment, avec les enfants, c'était magnifique. Ils pensaient vraiment à nous. À cette époque-là. C'était encore M. Frelot. Exactement, c'était ça. Dominique Frelot. Ouais. C'est ça. Donc voilà, j'ai eu la classe de neige. Pour revenir aux sorties scolaires, on est parti 3 semaines. C'était en janvier-février, si je dis pas de bêtises. Une bonne période. Ouais, franchement, c'était magnifique. Que des bons souvenirs. Le matin, on étudiait. Je crois que c'était de 9h à 11h ou 9h à midi. Après, on allait manger. Puis toute l'après-midi, c'était ski. Et ce qui était bien, c'est que vraiment, dans mes souvenirs, vraiment, on a appris à skier. Je me souviens, on avait commencé par le chasse-neige, le fameux chasse-neige. Après skier, on commence par comment on appelle ça, la piste verte, la piste bleue, la piste rouge, la piste noire. Et je me souviens, j'ai fait les 4 et à la fin, j'ai fait la piste noire. Est-ce que tu vois, tu te dis, en fait, c'était de la plus facile à la plus difficile, parce que tu connais. Je savais même pas qu'on pourrait faire la piste noire. Ah si, on l'a fait. Je pensais que c'était interdit. Ah non, on peut. Mais il faut avoir un certain niveau. Ok. Et en fait, avec le recul, je me souviens, ils avaient fait qu'un groupe. En gros, les meilleurs, je pense. Okay. J'avais la chance d'être dans ce groupe-là. Et on a fait la piste noire, mais une fois à la fin. Ouais, tout à la fin. Après, tu as des pistes où c'est interdite. Là, c'est pas des pistes noires. Okay. C'est vraiment des pistes interdites. Et voilà, tu vois, ça allait crescendo. Donc, tu apprenais, c'était ludique, les éducateurs. Je me souviens, par exemple, j'étais en classe de neige, je me souviens plus du prénom d'une des monitrices. À la fin, quand j'ai quitté, donc je crois que j'ai dû pleurer, parce que je l'aimais beaucoup. Et en rentrant à Paris, je lui ai écrit une carte postale. Elle m'a répondu. Ah ouais, c'est fou. Elle m'a répondu et c'était touchant. Et je l'ai relu il y a 1 an. C'est incroyable, tu vois. C'est incroyable. Ouais, je l'ai relu quand je suis allé en France. Je l'ai trouvé chez ma mère. J'ai relu la carte et c'était incroyable. Parce que ils accordent d'importance à l'enfant. C'est vrai. Il est considéré. Il est considéré, exactement. Considéré. Et ça, franchement, c'est incroyable. Je ne suis pas rentré dans les détails de la classe de neige. Je vais te laisser toi développer parce que tu as fait la même classe de neige que moi. Mais vraiment, le mot magnifique, c'est pour cette période qu'on a vécue. Bah moi, donc j'ai raconté ma première classe. C'était la classe de nature, ça s'appelait. C'était Château de la Brosse. Ça, c'était en CP. Ensuite, en CM1, j'ai fait classe de mer. Sainte-Marie-sur-Mer. Donc c'était je pense en Bretagne aussi, parce que c'était l'océan Atlantique. Et c'était magnifique, pareil, 3 semaines. Donc déjà c'est incroyable. 3 semaines avec Monsieur Lardeux, je me rappelle. Il y avait son fils, ça c'était un petit détail que je vais raconter, une petite anecdote. Son fils, il était plus petit que nous, il devait avoir... nous on avait 10 ans à peu près. Lui, il avait, je crois, 6 ans, je crois, quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, on nous a appris, en fait, on faisait, le matin à l'école et l'après-midi sortie. À un moment, on a fait du bateau, de l'Optimiste. L'Optimiste, donc c'est un petit bateau. C'est un petit bateau avec une voile. En fait, un enfant s'occupait de la voile, donc il doit gérer le vent pour avancer, et l'autre le gouvernail. Tu vois, pour se diriger. En fait, quand j'y repense, je me dis c'est incroyable parce que ça te responsabilise. Et c'est comme si en fait ils nous considéraient assez responsables pour pouvoir être sérieux, on va dire, dans ça, pas faire des bêtises et pas tomber. Vous étiez seul. On n'était que 2 enfants. À chaque optimiste, 2 enfants. Quand j'y repense, je sais même pas si je laisserais mes enfants faire ça. Je laisserais même pas, mais on avait 10 ans. Il y en avait un, c'était le gouvernail. Ils nous ont appris à gérer les voiles. Donc ça veut dire que la voile elle est à gauche. Et s'il le faut, à un moment, il faut baisser la tête et la passer à droite, te tenir avec une corde pour avancer dans la direction que tu veux. C'est incroyable. On faisait de la pêche à pied. Donc on était au niveau de petits rochers, tu vois. Et souvent tu trouves des crabes. D'ailleurs, il y a des crabes qu'on avait pêché, on va dire, à pied, qu'on ramenait au restaurant de la cantine pour cuisiner. Je me rappelle, on avait mangé une super soupe de crabe. C'était la première fois. Soupe de crabe, et en plus que tu as ramené toi.
Et donc la mère, et donc la petite anecdote avec le fils du maître, c'est qu'à un moment, on n'était pas dans un optimiste, on était dans un bateau, un peu plus grand. Donc on était plusieurs, on était assis donc dos à la mer, tu vois, au rebord. Et je me rappelle, il y avait mon pote, ça s'appelle Fabien, un Ivoirien. D'ailleurs, l'été d'après, il est reparti en Côte d'Ivoire. J'étais super triste. Et à un moment, le petit il tombe. Le petit il tombe à l'eau, tu vois. Et Fabien, c'est le seul qui a capté. Direct, il a mis sa main, il l'a repêché. Tu vois. Il avait quel âge? Elle avait 10 ans. Mais le petit, il avait peut-être 5-6 ans, tu vois. En fait, il est tombé à l'eau, tu vois, tombé à l'eau pendant qu'on voguait en pleine mer. C'était pas au bord de la mer, tu vois. Et cet enfant, il était avec un autre enfant ou il était Non, on était plusieurs. D'accord. On était plusieurs. J'ai pas souvenir s'il y avait le maître. Peut-être il était là, mais il devait être occupé à un moment d'inattention. Le petit il tombe à l'eau et le Fabien le rattrape directement, tu vois. Ça, c'était fou. Tu t'es puré à 10 ans. C'est fou. Et j'en ai, pour revenir à la classe de neige, moi c'était en CM2 avec Monsieur Laurent. Pareil, super souvenir, 3 semaines. 3 semaines. Moi j'étais un enfant qui pleurait. J'étais le seul. Moi, tu m'enlevais de chez moi, tout le trajet je pleurais, et arrivé là-bas je pleure, et puis après ça passe, tu vois. Je voulais pas y aller. Vraiment, si tu m'aurais donné le choix le jour même, je serais pas parti. Mais après, une fois revenu, là, t'es content d'être allé en voyage. Et donc, la classe de neige à Saint-François-Longchamp, on avait des chalets. On avait des noms, je crois que c'était des noms d'arbres, si je me rappelle bien. Je me rappelle plus, Épicéa, je crois, j'ai un souvenir de ça. C'était ça. Épicéa. Donc, on avait, dans notre chalet, on avait les chambres. On était 3 par chambre. Et on avait dans le chalet, on avait une salle de classe dans le chalet. Et ensuite, peut-être à 50 mètres, je crois, c'est juste en face, on descendait et on avait le chalet de mémoire, c'était le chalet Le Télé. Ça s'appelle Le Télé, c'est là où on mange. C'était la cantine. Et donc on avait cours soit le matin, soit l'après-midi, ça dépend des activités. Et là, comme tu as dit, on apprend à skier. On a fait de la randonnée. Je me rappelle, avec des raquettes, etc. C'est incroyable quand tu repenses. Tu dis du ski, de la randonnée. Il y avait quoi encore? Et il y avait, déjà, ça suffit déjà avec le ski, déjà, d'apprendre tous les jours, t'apprends. À la fin, à un moment, on faisait des glissades. Ils nous laissaient nous amuser avec des glissades dans des sacs poubelles. On se mettait à 1, 2, 3 dedans, on glissait comme ça. Il y a quoi encore? Le tire-fesse, la première fois. Moi, je me rappelle, la première fois, je pensais qu'il fallait se lâcher dessus. En fait, tu t'assois. Il m'a traîné. Je l'ai lâché. Après, tu comprends qu'il faut rester debout et tu le tiens. Le télésiège, incroyable. On montait à 2 télésièges. Il nous faisait confiance. Hein. Il nous faisait confiance, 2 enfants. exactement. 2 enfants à, je sais pas, facile, 10-15 mètres. C'est incroyable. La bienveillance aussi des moniteurs. Ce qui est bien, en fait, dans l'enseignement aussi en France, dans tous les domaines, c'est qu'ils sont très pédagogues. Ils sont très pédagogues. Ils commencent par le début, la théorie, la sécurité. Ensuite, on avance. Ça qui est bien. C'est que on t'apprend, on te fait comprendre l'intérêt, l'importance de tout faire avec la sécurité. Là, on le voit plus tard, on en parlera dans le podcast du travail. Mais ils t'apprennent à porter des cartons. Ils te disent, voilà, tu te baisses, tu plies les genoux, etc. pour pas que tu te blesses. Tu te dis des fois, j'ai pas besoin de ça. Mais en fait, si, parce que c'est peut-être que tu le sais, mais il y en a d'autres qui le savent pas, qui portent comme ça, après ils vont se faire mal. Et donc au ski, ils commencent doucement. Après, ils voient que t'as bien compris. Hop, on passe à l'étape d'après. Et je me rappelle, après, à la fin, c'était un plaisir. C'était un plaisir quand tu prenais le télésiège, t'arrivais tout en haut et que tu vois la descente qui arrive et que tu fais des zigzags comme ça, tu profites du paysage, t'es en pleine montagne.
C'était incroyable de nous avoir fait sortir de la cité. C'était magnifique, ça. Et par rapport à la classe de neige, j'ai quoi comme souvenir? J'ai un souvenir avec mon maître, Monsieur Laurent, qui était comme un père pour nous. Déjà, lui, il avait... à l'époque, c'était rare. Il filmait, en fait. Il filmait pour avoir à la fin une cassette souvenir. Et j'ai encore, enfin la cassette, mais j'ai copie de la cassette. La vidéo, tu vois, la vidéo sur l'ordinateur. Et en fait, tu te revois à 10 ans, tu te revois dans ta chambre avec tes potes, tu te revois en train de skier, tu vois toutes tes activités, c'est incroyable. Toutes les activités, il les a tous filmés, lui. S'il n'avait pas filmé, on n'aurait pas de souvenir de ça, tu vois. Ah, comme nous, ouais. Toi, t'en as pas? Ouais, bah, tu vois, lui, il en a. Et une fois, je m'en rappelle, j'étais dans comment dire? Moi, je m'étais battu avec un autre copain qui m'avait provoqué. Il n'arrêtait pas de me provoquer. Et on a été punis et c'était avant la fin du voyage. Donc, qui dit fin du voyage dit boom. L'énorme boom, the big boom, tu vois. Donc la boom pour les jeunes, c'était, on va dire, une soirée où il y avait de la musique, on dansait, mais tout le monde était là, quoi, on va dire. Et bah forcément, j'ai été puni. Et celui avec qui je me suis battu était puni aussi, tu vois. Et ça, moi, je me suis dit, ça, c'est bon, je vais rater la boum, ça y est, aucun espoir. Donc, en plus, tu vois tes copains se préparer. Tu vois tout le monde se préparer, se mettre sur leur 31, et toi, tu te mets en pyjama, tu vas dormir tout seul. Et là, peut-être 10 minutes, je pense, c'était pas très long. 10 minutes après être au lit, j'ai M. Laurent qui vient et il me dit ouais, si tu fais la paix avec lui, en gros, si vous serrez la main, c'est important. Bah, tu pourras aller à la boum, tu vois. Et donc après on s'est serré, on était contents, on s'est serré la main. Et après on s'est habillé, on était heureux, on a rejoint. Vous voulez faire un câlin limite. Ouais, limite, franchement. Et là, on part et on participe à la boum. Et là, tu dis la bienveillance. Encore une fois, la bienveillance, parce qu'il aurait pu très bien nous laisser. Voilà, vous avez fait une bêtise, parce que moi, c'était une bêtise quand même. Je m'étais battu, mais dans un télésiège. Effectivement. 10-15 mètres de haut. Je me rappelle quand je me suis battu. Et ben, quand on est descendu, il m'a dit va chercher les bâtons, je crois que ça s'appelait, non? La personne l'a fait tomber, forcément. Il m'a dit, va les chercher. Donc, je suis remonté comme ça à pied, cherchais mes bâtons. Et c'est des super souvenirs, en fait. Et à la fin, donc, j'ai toujours cette vidéo avec tous ces souvenirs. Les jeux de société. Quand je dis les jeux de société, c'est-à-dire tous, on jouait des jeux tout bêtes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de smartphone, pas Internet. Donc, ce qui fait que des fois, certaines soirées, dans la salle de classe, on faisait, j'oublie les noms, genre il y en a un, il a les yeux bandés, tu vois, et l'autre il a les pieds attachés, d'accord. Donc ça, j'oublie les noms, c'est deux prénoms, genre un prénom garçon, un prénom fille, et genre celui qui a les yeux bandés, il fait comme ça, il doit attraper l'autre, et l'autre il doit s'enfuir en gros, tu vois. En fait, c'est tout bête, mais c'est des petits souvenirs, ils sont magnifiques, parce que tu passais un moment, comme si on était une famille. La classe, ça devient une famille, en fait. Et ça, eh ben, en fait, tu l'as en France, mais tu l'as pas à l'étranger. Si tu le veux à l'étranger, il faut payer. Il faut bien payer, même. C'est pas tu payes juste un peu, tu vois, faut bien payer. Et tu dis, c'est une chance incroyable. Et même si tu payes, même si tu as envie de ça plutôt, je suis pas sûr que les écoles fassent des sorties comme ça, aussi loin, pendant autant de temps. Exactement, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Ouais. Ça veut dire aussi que les profs, les maîtres et les maîtresses, ils quittent leur foyer pendant un certain nombre de temps. Vrai, ils laissent leurs enfants. Ouais. Donc ouais, c'est pas qu'une histoire de budget. Exactement. C'est vraiment une organisation, c'est une vocation, c'est une organisation pour la ville, pour l'école. Ouais. Tu vois, ils prennent la responsabilité d'enfants pendant 3 semaines. C'est un certain nombre d'enfants. Parce que si je me souviens bien... Il y a plusieurs classes. C'est ça. Ouais. Mais si je me souviens bien, à part ma maîtresse et les éducateurs, mais de Colombe, mais avec notre maîtresse, il n'y en avait pas d'autres, si je dis pas de bêtises, tu vois. Ouais. Peut-être... Après, j'en suis pas sûr. J'ai pas souvenir de ça. Parce qu'il y avait les autres maîtres, j'ai pas souvenir, ouais.
Ouais. Et si je peux rebondir sur la classe de neige, parce qu'on a fait la même si c'était à une année d'intervalle. Une année, je pense. Ouais. Moi, c'était 97. Moi, c'est l'année suivante. 98. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai des souvenirs. Moi, j'en ai plusieurs. Il y en a un qui m'avait marqué, c'est qu'à un moment donné, donc on était, je ne vais pas dire au sommet de la montagne, donc c'était dans les Alpes. Ouais. On n'était pas au sommet de la montagne, mais à un moment donné, on était avec le moniteur, on était assez haut, et il nous dit là-bas, c'est l'Italie. D'accord. Ouais. Et en fait, d'une part, là-bas, c'était l'Italie, et d'autre part, on voyait l'Italie et le Jura. Ok. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est des chaînes de montagnes enneigées. Donc, avec le soleil qui tape, c'est une image incroyable. Ouais, c'est magnifique. Avec le ciel et tout, mais c'est vraiment incroyable comme image. C'est magnifique. Faut pas oublier qu'on sort de notre cité avec que des tours. Que des tours, exactement. Nous, on était vraiment proche banlieue, ce qui fait qu'il y a vraiment que des tours, des habitations partout. On n'était pas dans les 95. Où il y a de la verdure. Où il y a de la verdure. Là, vraiment, tu te dis, waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, quand j'allais en Algérie, je voyais des paysages, mais c'était pas ce paysage-là. C'était pas de la neige. En plus, tu allais en été, donc c'est 40-45 degrés. C'est ça, exactement. C'est différent, il y a la mer, etc., mais c'est pas pareil. C'est vrai. Donc, c'est une image qui m'a marqué. Moi aussi, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'on faisait pas que du ski. À un moment donné, on est parti dans une ferme, on est parti voir des animaux. C'est vrai. On est parti voir comment on faisait du lait. Il y avait différents types de lait. Les laitières, etc. C'est vrai, les fermes, je me rappelle. Exactement, différents fromages, j'en ai goûté. Tellement j'avais goûté de choses que j'avais presque envie de vomir, en fait. D'accord. C'était fou, mais en fait, c'est vraiment, on t'a dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après, tu découvres qu'il n'y a pas que la vache qui rit, quoi. Je crois que même aujourd'hui, je m'en souviens plus, et je pourrais même pas, et si je me présente, je les connais même pas. C'est vrai, ouais. Ça, c'est fou. En fait, ce qui est bien en France, c'est que tu peux être pauvre et avoir accès à de la culture. C'est vrai. Qui demande de l'argent. Exactement. Ça, c'est impressionnant. On te la met à ta disposition. C'est ça. Et une dernière chose, il y en a plein, mais je vais citer que celle-là, à la fin, c'est les récompenses. Quand tu skis. Quand tu skis, parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on te donne confiance en toi. C'est vrai, quand tu vois à l'étranger, on a vu des clubs de sport, souvent les coachs, ils sont là en train de, excuse-moi du terme, de gueuler tout le temps. Ouais, c'est vrai. C'est limite, t'as l'impression que t'es tout le temps mauvais, en fait. C'est vrai. T'en as qui sont bons, ils sont pas tous comme ça, mais alors que en France, il y a une pédagogie, surtout à cet âge-là, parce que quand t'as, on va dire, à partir de 15 ans, qu'on te crie dessus, ça y est, on va dire, t'es un homme, t'es assez grand, tu comprends. Mais quand t'es petit, à chaque fois qu'on va te crier dessus, t'auras encore moins confiance en toi. Ouais, c'est vrai. Et en France, en tout cas à ce moment-là, il y avait une certaine pédagogie, comme tu l'as expliqué, je ne vais pas revenir dessus, petit à petit, on t'apprenait, et à la fin, même si tu n'as pas été bon, on te dit, tiens, regarde, t'as quelque chose. Pour celui qui n'était pas très bon, il avait le flocon. Ouais, comme moi. T'avais le flocon? Je crois que j'ai eu le flocon juste après, je sais plus. La première étoile, peut-être? Peut-être, ouais. En fait, généralement, ce que je me souviens, après peut-être que je me trompe, c'est que je sais qu'il y en avait qui étaient venus, qui avaient déjà fait du ski dans ma classe, ils étaient venus avec le flocon. Soit parce qu'ils n'étaient pas très bons, ou soit parce qu'ils étaient partis faire du ski assez tôt dans leur vie, à 4-5 ans, donc on leur donne ça, juste pour leur faire plaisir. Et donc, ce qui se passe, il y en avait d'autres qui avaient, je me souviens même plus, je crois que c'était plus que ça, dans ma classe. Il y en avait, je me souviens, c'était une fille, elle skiait hyper bien, elle s'appelait Cécile, vraiment, elle arrivait dérapage direct. Je crois qu'elle avait le chamois, si je me trompe pas de nom. C'est un truc qui est au-dessus, tu as la première, deuxième, troisième étoile, et après, tu as plein de trucs encore au-dessus, tu vois. C'est fou, tu vois. C'est fou. Après, c'est ce qu'on ne connaît pas. C'est parce qu'on ne connaît pas, tu vois. C'est pas notre domaine. C'est ça. Donc, normalement, quand tu arrives, tu passes, on va dire, ton examen, tu obtiens ou non ta première étoile. Si tu ne l'obtiens pas, on te donne le flocon. Si tu as réussi, on te donne la première étoile. Et je me souviens qu'on nous donnait ces récompenses-là avant cette fameuse boom, en tout cas pour nous. Avant. C'était, je crois, en fin d'après-midi, avant de se préparer. Et ce qui se passe, c'est que moi, dans mon esprit, c'était soit tu avais réussi, soit tu avais raté. Donc, si tu as réussi, on te donne flocon, première étoile. Sinon, rien. Donc, je me souviens, il y avait 3 classes, on nous récompense. Donc, ils ont appelé pas grand monde pour le flocon. Ensuite, ils ont appelé la grande majorité, ils leur ont décerné la première étoile. Et à un moment donné, moi, ils m'ont pas appelé. Je me suis dit, en plus, quand j'ai passé l'examen, j'étais pas sûr de moi. En dessous le flocon. Voilà. Je me suis dit, je suis vraiment nul. J'étais dégoûté. Et après, il reste, on va dire, à peu près, je crois,
entre les 5, 6 ou un peu plus. Il nous appelle pour nous décerner la 2e étoile. D'accord, donc toi, t'as sauté les étapes. Je suis passé de rien à 2e étoile. Donc j'étais heureux, je me suis dit, wow. Et ça te donne une confiance en toi. C'est incroyable. C'est qu'en plus, on te donne ça, mais c'est que tu l'as aussi mérité. Ouais. On te donne pas ça pour te faire juste plaisir, tu vois. Ouais. C'est-à-dire pour te faire plaisir, bien ce sera sûr, le tu l'as mérité. mais tu l'as mérité. Ouais. Je te remercie pour ces souvenirs de classe de neige. Est-ce que tu as des souvenirs en classe, à l'école directement? Ouais, j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs, c'est assez spécial entre guillemets, c'est que je me souviens d'ailleurs avec la même maîtresse avec qui on est parti en classe de neige, je l'ai eu en CM1 et en CM2, elle nous apprenait à faire de la broderie. La broderie, d'accord. La broderie. Ouais. Comme ça paraît t'as l'impression que c'est pour les filles, les femmes, etc. Mais en fait, c'est stylé. Ouais. T'apprends quelque chose de nouveau, c'est de l'art en fait. Ouais, c'est vrai. C'est de l'art. Et je me souviens, on faisait une broderie, on écrivait toutes les lettres de l'alphabet, c'était bien fait. Ouais. Après, on mettait les chiffres, et ensuite on signait, et on encadrait, en gros. Okay. En gros, c'était ça le dessin. Ouais. On faisait un de base comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a fini ça, donc il y en a qui mettaient plus ou moins de temps, et moi je me souviens, je faisais partie, je kiffais, donc j'allais vite. Ouais. J'aimais beaucoup, j'allais vite. Et puis une fois que j'avais fini ça, t'en as d'autres qui étaient à la moitié, t'en as d'autres qui avaient presque fini. Et je me souviens après, quand il y en a qui n'avaient pas fini, et à chaque fois qu'on finissait un exercice, elle faisait finir, parce que cette broderie, c'était le cadeau pour la fête des mères. Ok, d'accord. On écrivait, je crois, pour maman, et on signait en dessous avec notre Ok. main. Et moi, comme j'avais fini depuis un moment, je me souviens à chaque fois qu'on faisait des divisions. Ouais. Celui qui avait donné un exercice, Ouais. celui qui avait 10 sur 10, il fallait obligatoirement qu'il ait 10 sur 10, et il peut vaguer à cette occupation. Ok. Et je me souviens, donc on fait les divisions, et je crois que dans la classe, on est peut-être sur les 25 élèves. Aussi, ça, c'est quelque chose à noter, c'est qu'on était peu dans la classe. Ouais. On était vraiment, je crois, on était entre 20 et 25 grand max. Et je crois qu'on était 5 à avoir eu 10 sur 10. Ok. Je me souviens, je prends ma broderie, je faisais des poissons, je faisais plein de choses, des chevaux, En fait, elle avait un classeur de modèles. On prenait le classeur, on prenait la feuille, tu choisis et tu commences à faire. Ouais, c'est fou. Et soit c'était à ses frais à elle, ou soit c'était aux frais de l'école. Ok. Parce que je me souviens, elle a ramené son, parce qu'elle a kiffé ça, elle aimait beaucoup. Et le deuxième souvenir, c'est que, contrairement à beaucoup d'élèves, j'ai commencé la flûte en primaire. Généralement, on commence en 6e. Au collège. Au collège. Et nous, on avait commencé toujours avec Madame Estève. Franchement, c'était super. Elle nous avait appris à faire de la flûte. Et donc, on jouait plein de choses. Bonne nuit les petits, des choses comme ça. Et à la fin de l'année, je crois que c'était à la fin de l'année CM2, on a une MJC à Colombes. Ouais. On a fait un concert là-bas. D'accord. Et les gens, même les parents qui venaient regarder, payaient. Ok. Ils venaient payer, donc ce qui fait qu'après, moi, je sais pas qui prenait l'argent, mais on était considérés. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça qui est fou, c'est valorisant. Voilà, donc je me souviens, on est arrivé sur l'estrade, là, Ouais. On arrive, on s'est tous assis par terre, on a croisé les jambes, et on commençait à jouer. Ouais. Chacun avait son truc. Et moi, je kiffais, c'était pareil que la broderie. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la maîtresse elle-même qui m'a fait kiffer ces choses-là. C'est-à-dire que j'arrivais et je commençais à jouer. J'ai joué plein de trucs. C'est-à-dire que même là, j'arrive, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais j'ai toujours les notes en moi. Je peux faire le si bémol, etc. Tu vois. Et en fait, c'est toujours des choses ludiques. C'est vrai. Toujours. Et c'est fait, et c'est enseigné avec bienveillance. Et vraiment, on voit qu'il y a un but précis, c'est que l'enfant s'ouvre à plein de choses, et qu'à la fin, il fera son choix, il fera ses choix. Ouais, exactement. Ouais. Sur comment il veut évoluer, voilà, dans quel sport il veut aller, s'il veut faire du sport, voilà. C'est des choses qu'on n'aurait pas connues avant. C'est vrai. On n'aurait pas connu ça. Sans l'école. Sans l'école. C'est-à-dire que si aujourd'hui je n'avais pas fait de broderie, pour moi, ce serait un truc nul et naze. Ouais. Mais maintenant que j'en ai fait, tu sais ce que c'est. En fait, c'est une science. Ouais, c'est tu peux faire plein de choses avec, etc. Ouais. Donc voilà. Après, je te retourne la question maintenant. Un souvenir de primaire. Alors moi, j'en ai. Par exemple, une chose toute bête, c'est qu'on faisait une activité. Quand j'y repense, je me dis, mais pareil, je laisserais pas mon fils faire ça. C'est, tu vois, il y avait on avait des petites planches de bois très fines. Et il y avait une machine avec une scie sauteuse. Oh. Tu vois. Les années 90. Pas de raison. Non, je crois que c'est Marcelin Berthelot, je crois. Ah ouais. Je pense qu'il voulait nous on n'a pas débarrasser de nous. On est dans la même ville, on n'a pas eu ça.
En fait, t'avais la planche de bois, là, tu vois. Et je me rappelle plus comment, je crois, est-ce que c'était nous qui dessinions ou c'était déjà dessiné, tu vois. Et en fait, tu te faisais glisser vers la scie sauteuse et tu devais suivre le dessin, tu vois. Et ça faisait qu'à la fin, en fait, tu coupes tout le tour et à la fin, t'as un dessin en bois qu'après t'allais colorier et tout, tu vois. Il y avait ça c'était à l'école, c'était à l'intérieur. Sinon, on avait, comme on a dit tout à l'heure, de la cantine. La cantine, c'était incroyable quand tu réfléchis. C'est incroyable que tu manges comme ça. En plus, c'est de la qualité, que les gens critiquent ou pas, mais ça reste de la qualité. Il y a une équipe derrière avec ce que nous, on a découvert plus tard, les coulisses, tu vois. Quand on parle au chef, quand on parle à tout ça, tu vois l'amour qu'ils ont et l'intérêt qu'ils portent à à essayer d'apporter le plus de recettes ou de faire goûter des choses aux enfants. Ça fait partie aussi de l'éducation, de goûter plein de choses. Et on avait un gymnase en primaire, un gymnase avec des tapis, avec, je crois on appelle ça, je sais plus si on appelle ça une échelle suédoise, je sais plus, mais tu vois c'est les barreaux qui sont collés au mur. Tu vois, t'as plein de barreaux comme ça là, tu vois, qui sont au mur. Il y avait ça, il y avait, je me rappelle plus comment on appelle ça, tu sais la barre, une grande barre comme ça où tu montes dessus et en gros tu marches pour faire garder l'équilibre, etc. Il y avait ça, il y avait plein de choses en fait quand tu réfléchis et que tu te dis mais tout ça c'était pour nous gratuitement et on s'en rendait pas compte en fait, tu vois, on s'en rendait pas compte. Pareil, moi j'ai un souvenir, si je dois en citer un, c'était en CM1 avec Monsieur Lardeux. Il avait, en fait, dans sa classe, il avait aménagé le fond de la classe, parce que la classe était grande. Le fond, c'était un coin lecture. Il y avait un canapé, il y avait un petit canapé bien douillet, tu vois. Il y avait plein de BD. Et en fait, pour les meilleurs élèves, en gros, si tu l'as mérité, pendant la classe, en plus, pendant la classe, tu avais le droit d'y aller prendre un livre, une BD, etc., tu vois. Et en plus, à l'époque, il y avait les bons points. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais à chaque fois, tu avais des bonnes notes ou tu étais sage, tu gagnais des bons points que tu mettais dans ta petite boîte, tu vois. Et c'était, voilà, ça t'apprenait, voilà, à faire des efforts et t'es récompensé, des efforts, t'es récompensé. Et donc, ces souvenirs-là, franchement, c'est marquant. C'est marquant parce que des années après, tu t'en rappelles et tu te rends compte, maintenant que tu es adulte et que tu es papa, tu te rends compte de la bienveillance qui nous accordait en fait. Est-ce que j'ai un autre souvenir? À l'école, j'ai des souvenirs, non, c'était les poésies qu'on racontait devant tout le monde, là, faut qu'on récitait devant tout le monde, fallait apprendre par cœur. Donc ça t'apprenait aussi de la culture générale. L'histoire de France aussi, l'histoire de France. Et en fait, c'était même la façon de faire, tout était pédagogique. Les maths, le français, les dictées, l'histoire, la géo, CP, CE1, CE2. Franchement, le programme, il est super bien fait, les livres, ils sont super bien faits. L'enseignement, il est top. Et en fait, ce qui est triste, c'est de se dire aujourd'hui que t'as beaucoup de profs qui souffrent, notamment dans les cités, dans les zones sensibles, on va dire, et que c'est des profs qui, à la base, font ça par vocation. Ils font ça par vocation, et malheureusement, avec le climat qu'il y a dans les cités, en fait, à la fin, il y en a qui... Moi, je me rappelle, au collège, là, pour le coup, c'était au collège, en 6e, on avait une prof de maths qui ça se voit, était fragile, psychologiquement. Et les enfants, des piranhas, des piranhas, aucun respect, rien. Ils l'ont poussée à quitter. En fait, elle a quitté à l'arrêter d'enseigner. Au bout de quelques mois, je crois. Moi, je me rappelle plus comment elle s'appelle. La pauvre, je pense qu'elle était petite de taille et tout. En fait, quand tu réalises, tu te dis, mais ces gens-là, ils sont là pour toi. Exactement. Donc le fait, normalement, d'être... en fait, ce laxisme qu'on voit aujourd'hui depuis des années, il est intolérable. Parce que c'est des gens qui ont une vocation, qui sont là pour toi, et toi, tu ne les respectes même pas. Tu les empêches de faire leur travail. Et justement,
pourquoi on fait cette série de podcasts? C'est pour dire aux gens que si vous êtes reconnaissant et si vous avez un bon comportement, ça ne pourra être que mieux. C'est-à-dire les gens, les profs ou les autres, tous les corps, ils vont donner encore plus. Et ça sera que du mieux. Mais si tu as quelqu'un qui se lève le matin et que il se dit que de toute façon les enfants ils vont pas me respecter, je peux pas faire mon cours comme il faut, je ne suis pas soutenu, forcément le niveau il va baisser. Et à la fin, c'est qui en pâtit? C'est les enfants. Parce que tu le veuilles ou non, le monde n'a pas besoin de toi. Personne n'a besoin de toi. C'est toi qui as besoin. C'est toi qui as besoin d'apprendre. C'est toi qui as besoin de diplôme. C'est toi qui as besoin de t'épanouir. C'est toi qui as besoin d'être respecté. Et donc pour ça, faut avoir une attitude, faut avoir un respect. Et nous à l'époque, on va dire, à notre époque, il y avait le respect, il était de mise. Les profs étaient sévères. C'est-à-dire si tu ne marches pas droit, ils avaient le droit de te taper à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît fou. Moi, je me rappelle, une fois, c'était au printemps, donc ça veut dire qu'il commençait à faire chaud. Et à ce moment-là, les maîtres en primaire, ils laissaient les portes ouvertes pour que ça fasse un peu d'aération, tu vois. Et à un moment, j'entends tu vois, une grosse claque. Une grosse claque, tu vois. C'était un copain à moi en plus. Une grosse claque. Et t'entends Et tu sais que lui, il était turbulent. Tu vois, tu le sais. Juste par son cri déjà. Ouais, mais tu sais qu'il était turbulent, tu vois. Mais il l'a tapé, le prof. Parce qu'il faut maintenir l'ordre, en fait. Et c'est ça. Et par la suite, les parents, ils vont jamais s'en prendre au prof. Ça, la différence avec aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, le prof a toujours raison. Peut-être que à certains moments, c'était pas juste, on va dire. Mais on va dire dans la vision générale, c'est juste. C'est lui l'autorité, ou elle est là, ou il est là pour t'enseigner. Donc il faut qu'à la fin, tu sortes de là avec tout ce qu'on attend de toi. Et si toi, on va passer au collège maintenant. Si toi, tu as des histoires à raconter sur tes 4 années, si tu n'as pas redoublé au collège, raconte-nous. Bah écoute, déjà, moi, c'est assez spécial parce que je suis passé de l'école Léon Bourgeois, qui porte bien son nom, à un collège, avec un collège qu'on peut dire qui est ghetto. En fait, pourquoi ghetto? Parce qu'il est au milieu de, je sais pas, 5 cités. Ouais. Minimum. Si je dis rétrogradé. Ouais, c'est fou. Alors que j'étais dans une école qui était au milieu de pavillons. Tu vois. C'est vrai. C'est fou. Donc déjà, la clientèle n'est pas la même. C'est pas du tout. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que je suis passé d'une ambiance où les enfants veulent travailler, c'était studieux. Même si voilà, t'as toujours des gens qui travaillent mal, mais qui n'avaient pas un mauvais comportement. Ouais. Des cancres, mais avec un bon comportement. Et ce qui était fou, c'est que moi, dans cette classe de 25, comme on va dire, tu peux dire presque les 15 premiers avaient des très bonnes notes. C'est juste que les premiers avaient d'excellentes notes. D'accord. Tu te retrouves je crois que j'étais peut-être entre 8 et 10, la classe, 10e de la classe, tu vois. Quand j'étais en primaire. En moyenne, quoi. Exactement. J'arrive au collège, je me retrouve dans pour être gentil, dans les 5 premiers, pour ne pas dire dans les 3 premiers, tu vois. Ce qui fait que déjà, avant, tu as une concurrence, elle est déloyale. Ouais. En primaire, parce que tu as des parents qui sont ingénieurs, qui sont médecins, qui sont dentistes, ils ont des cours privés, etc. Exactement. Et qui n'ont même pas besoin de ça. Juste par leur culture, c'est facile, tu vois. Je pense que les parents, ils les aident, et puis voilà. Ouais. J'arrive, sans me déchirer, t'es dans les 5 premiers de la classe. Ouais. Tu vois, le niveau, il est plus bas. Ouais, il est plus bas. Je te retrouve avec des enfants qui font des bêtises, donc toi tu comprends pas. Ouais. T'étais dans un cadre. T'étais choqué. C'est un choc. C'est vraiment un choc. C'est comme si je te dis, tu passes de Paris à la banlieue, par exemple. Tu comprends rien. Tu comprends rien à ce qui se passe. Vraiment rien. À part Barbès ou c'est ça exactement. Tu passes du 8e, on va dire. C'est ça. Donc déjà, moi, c'est une des premières choses qui m'a choqué. Parce que mine de rien, même si moi je vivais dans une cité, j'avais des parents qui étaient durs avec moi par rapport à ça. Ce qui fait qu'il fallait que je sois studieux. Ouais. Je pouvais, on va dire, bavardage, etc., comme beaucoup d'enfants, mais je manquais pas de respect aux profs, je ne sais pas des trucs aux profs, je répondais pas aux profs.
J'arrive en 6e. T'as déjà, d'une part, je passe d'une classe de blancs, principalement, à une classe où il n'y a quasiment pas de blancs. D'accord. Là, vous êtes en majorité. Après, t'es pas choqué par ça, parce qu'à la cité, tu vois tous les jours ça. Ouais. Mais après, c'est la cité, quoi. Ça, c'est le comportement. Et en fait, ce qui est choquant, c'est qu'en fait, tu comprends pas ce qui se passe, parce que d'un côté, t'as des gens qui tu vois que l'école, c'est important. Ouais. Et tu t'amuses à l'école, parce que c'est bien l'école, en primaire, parce que tout est fait tout est fait pour que tout fonctionne bien, pour que l'enfant s'épanouisse. Et l'enfant, dès qu'il vient à l'école, ils sont contents. Tu les vois quand ils déposent des parents. C'est vrai. Les parents quand ils déposent des enfants. Et t'es comme bisous papa, bisous maman, câlin, etc. T'arrives au collège, il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de maman. Personne ne les dépose. Après, le collège, en général, tu vas tout seul. On est plus grand, mais sauf que toi, tu passes de primaire au collège. C'est un double choc. Exactement. Bon, après, moi aussi, j'allais tout seul, pour le coup. Bon. Et donc, cette ambiance difficile, dure. Après, je vois que ça répond aux profs. Je vois que ça lance des trucs au tableau. Tu te dis donc déjà. En fait, ce que je comprends pas, en fait, c'est que pourquoi, quand on est dans un endroit de riche, t'as le respect, et quand on est dans un endroit de pauvre, ghetto, cité, il n'y a pas de respect. C'est vrai. Je comprends pas ce côté pauvre, on manque de respect, et riche, on respecte. C'est quoi le rapport, en fait, avec l'argent? C'est l'éducation. C'est pas l'argent, c'est l'éducation. C'est pas l'argent, c'est l'éducation, exactement. Pourquoi, là, je sors un peu, pourquoi dans les cités, personne ne veut habiter, et dans les coins tranquilles, on veut habiter? Pourquoi les gens de cité... La population n'est pas la même. Mais pourquoi on se respecte pas entre nous? C'est vrai. C'est pas la pauvreté qui fait ça. C'est pas la pauvreté. Parce que si on peut citer... un petit détail pour prouver cela, c'est quand on voit les premières générations d'émigrés. Donc nous on est algériens, et donc au début les Algériens, pour beaucoup d'entre eux, vivaient pendant des années dans des bidonvilles. Donc ça veut dire comme là avec les Roms, quand on voit les Roms, etc., des trucs en tôle, en bois. C'était pire parce qu'il y avait de la boue. Il y avait de la boue, et en fait, les papas travaillaient et les enfants allaient à l'école. Et quand on regarde les reportages qu'on peut trouver sur Internet, on voit l'élocution des enfants. Tu te dis, mais il a 50 ans. Lui. Il dit, il a 18 ans, par exemple. Il te parle de ses études, le comportement, le respect, en fait, ça force le respect, en fait, quand tu le vois. Ce qui est fou, c'est qu'ils n'étaient pas totalement intégrés par rapport Exactement, à notre génération. Ils étaient vraiment sur le côté, ils étaient bannis. Ils allaient à l'école, mais c'est tout. Et en plus, on sortait de la guerre d'Algérie, donc il y avait encore cette rancœur et cette incompréhension. Et ce qui fait que, en fait, eux, ils vivaient la pauvreté. Pourtant, ils n'étaient pas irrespectueux. Ils cassaient pas tout. Ils dérangeaient personne, tu vois. Donc, ce discours-là de cité, à dire que, en gros, on n'a pas de chance, etc. Non, c'est faux. Il ne tient pas. C'est faux. Et donc, je te laisse poursuivre. Donc voilà, j'arrive j'étais dans quelque chose, on va dire, de structuré, carré, à quelque chose qui l'est beaucoup moins. Et c'est pas à cause de l'école. C'est pas à cause de l'école. Donc, ça donne moins envie. Forcément. C'est vrai, forcément, le niveau baisse. Le niveau baisse. Tu te retrouves à faire des bêtises parce que t'es entraîné dans le truc. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que si t'as un intello, c'est mal vu. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est incroyable. Ouais, c'était mal vu. Ça c'est fou. Ça veut dire que être intelligent, c'est nul. En fait, il faut toujours être entre les deux. Voilà. Avoir des bonnes notes, mais en même temps ne pas paraître pour l'intello. Ouais. Ça c'est compliqué à gérer. C'est compliqué. Parce que d'un côté, moi j'ai mes parents qui rigolent pas avec moi par rapport à ça, surtout sur le respect des profs, etc. De l'autre côté, dans la classe, si tu fais pas des bêtises, t'es un bouffon. T'es catalogué comme étant un bouffon. Grave. Après voilà, moi ce qui est bien, c'est que j'ai eu la chance que le foot m'a sauvé un peu, ce qui fait que j'étais plutôt bon, on va dire. Et quand t'es bon au foot, on te respecte. Ce qui fait que tu peux être dans. Tu peux dans les deux cases. Dans les deux cases. Donc c'est ça l'avantage. Mais en fait, c'est compliqué. En fait, on va dire par rapport à ça, je suis pas un exemple parce que j'ai vécu deux choses différentes. Mais de par cette expérience-là, tu te dis c'est fou. Les mentalités, pourquoi elles sont si différentes? Parce que pourquoi les parents ne suivent pas? C'est pas parce que t'es pauvre. Ma mère, elle est illettrée. Ma mère, elle est illettrée. Je te prends un exemple. Une fois, j'étais en primaire.
Je crois que j'avais une poésie à apprendre. Ouais. Donc j'apprends. Mon père, il n'était pas là. Mon père, il est lettré. Donc Ton père et ta mère illettrés? mon père est lettré et ma mère illettrée. Illettré. Il n'était pas là, ton père. Il n'était pas là, il travaillait. Ouais. Donc j'apprends ma poésie et ma mère, elle est lettrée. Une fois que je l'ai appris, je dis à ma mère, j'ai appris ma poésie. Ouais. Elle me dit, donne ta feuille. Elle me dit, récite. Donc elle ne sait pas lire. Ouais. Et donc je commence à rester et je bug une fois. Je bug 2 fois. Ouais. Je bug 3 fois. Elle me dit, tiens, t'as mal appris. Ouais, Elle n'a pas besoin d'être lettrée pour comprendre que t'as bugué. que j'ai bugué. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est donc vrai. elle sait que j'ai mal appris. Ouais. En gros, j'ai l'exemple que ma mère, elle est là. Ouais. Même si elle comprend, même si elle lit pas, elle est derrière moi. Ouais, parce qu'elle a le souci. Exactement. C'est ça, c'est le souci. C'est ça. Si par exemple, ma mère, elle sait pas lire. Si par exemple, elle voit ma note, elle sait lire les chiffres. Ouais. Elle sait ce que c'est qu'un 7 sur 20. Ouais. Donc, elle sait ce que c'est qu'un 11 sur 20. Ouais, forcément. Forcément. Si tu lui ramènes une fois un 7 sur 20, ça peut être une erreur, Ouais. parce qu'elle reste intelligente. Mais si tous les jours je ramène un 5 ou 7 sur 20 alors que je suis en 6e, c'est pas normal. elle comprend pas. Ouais. Tu vois. Tu seras pas loin. C'est ça. Ma mère, elle sait toujours pas lire. Elle prend mon carnet de correspondance. Ouais. Elle voit s'il y a un mot. C'est ça. S'il y a un mot, Ouais. elle va le donner à mon père. Exactement. S'il n'y a pas de mot, donc c'est-à-dire, elle connaît pas le contenu. Ouais, mais il y a un C'est mot, c'est qu'il y a quelque chose. Un mot, peut-être c'est un mot lambda, peut-être c'est un mot, ça va pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ma mère, elle prend mon cahier de texte. Elle voit qu'il y a des devoirs. Ouais. Elle voit qu'il y a écrit. Il y a quelque chose. Elle connaît les jours de la semaine. Tu vois, quand il y a le texte écrit lundi, mardi, tu vois, comment c'est sur le. Ouais. Elle prend le truc, elle sait pas lire, mais elle sait que le mercredi, c'est le 3e. Bah, elle ouvre. Et elle voit ce qu'il y a. T'as Il y a des devoirs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ma mère, elle était en train de suivre ce que je faisais. C'est ça, elle était soucieuse. Elle était soucieuse. C'est ça. Et en fait, quand C'était toi. pas tous les parents, malheureusement. C'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est malheureux. En fait, ce qui me rend triste, c'est que c'est pas une question de lettré. C'est pas une question de pauvreté. Ouais. C'est pas une question d'argent. Hein, c'est une question d'envie. C'est une question d'envie. Ouais. Donc, comment en tant que parent, après, voilà, j'accrimine pas tous les parents parce qu'il y en a qui ont des soucis, il y a des mères seules, bref. Ouais. Mais en général, ouais. Tu peux faire mieux. Surtout Tu peux qu'en général, il faire n'y a pas autant de divorces qu'aujourd'hui. mieux. Ouais, c'est vrai, à l'époque, ouais. La majorité de nos potes, Ouais, leurs parents n'étaient pas divorcés. c'est vrai. En tout cas, j'ai pas Ils ce avaient souvenir leurs là. deux parents. Exactement. Donc pourquoi la majorité de ma classe, on va dire la moitié de ma classe, c'était des cancres qui faisaient des bêtises au collège? Ouais, parce qu'en fait, c'était l'envie de faire partie du groupe était plus forte que l'envie de réussir. Mais les Il fallait parents, être accepté. Ah, les parents, c'est n'importe quoi, c'est clair. L'abandon total. C'est de l'abandon. Hein. Ils ont abandonné les enfants, faut le dire. Faut le dire, parce que ce truc-là, toujours de se plaindre et de faire la victime, toujours de chialer en disant oui, mon fils ou ma fille, etc. Non, t'as pas fait. Tu t'as échoué, mais c'est triste à dire, pour la plupart, c'est volontaire. Parce qu'à partir du moment où tu ne t'impliques pas, juste t'impliques pas, on ne demande même pas d'être mauvais père, on va dire, ou mauvaise mère. Juste de ne pas montrer à ton enfant que tu es là et que ton enfant te représente et qu'il faut respecter, etc., etc. En fait, tu laisses ton enfant libre on va dire, en préadolescence. Donc c'est là le moment où il va commencer à faire des bêtises, c'est là qu'il faut pas le lâcher. Et là, il se retrouve dans un groupe qui s'entraide à ne pas respecter, à faire des bêtises, à rigoler, à ne pas apprendre, etc. Mais ça y est, c'est fini, tu as perdu ton enfant. C'est ça. C'est un moment charnière, le collège. Exactement. C'est un moment charnière parce que c'est entre la primaire et le lycée. Et on a beaucoup, c'est au collège que tout s'arrête. Au collège, ça y est, des mauvaises notes. Il y en a, ils se font virer. Moi, je me rappelle, j'étais en 4e. En 4e, j'avais une classe de fous. En 4e, je crois qu'il y a eu 2 élèves virés définitifs. C'est pas viré une semaine, définitif. Ouais, c'est fini l'école. Tu vois. Cette année, c'est fini, tu vois. Ah, je crois qu'il change de collège. Après, il est réaffecté dans un autre collège généralement. Moi, je crois que lui, les deux, l'année, elle était finie. Parce que je crois que c'était vers la fin. Vers la fin, tu vois. C'était voilà, peut-être février, mars, je sais plus. En gros, ça, c'était fini pour eux, tu vois. Et tu dis, mais comment ton fils peut en arriver là, tu vois. Et encore une fois, comme on a dit, avec tous ces moyens-là, avec toute cette bienveillance, aujourd'hui, même en cité, hein, c'est un scandale que des enfants puissent arriver, par exemple, moi je me rappelle au collège, en 4e, il y avait un Français dans ma classe qui venait de citer. Il avait des difficultés à lire.
à lire, tu vois, juste lire, même pas faire de l'analyse grammaticale ou quoi, juste lire. Au collège, en 4e, c'est-à-dire 2 ans avant la seconde, avant le lycée, c'est pas possible, tu vois. Donc, ce qui est triste, c'est ce constat que tu as fait, c'est que quand tu arrives dans une école où il y a beaucoup de gens issus de la cité, le niveau chute. Et malheureusement, ça on pourra faire une analyse dans d'autres podcasts, c'est une mentalité de perdant, de victime, de victime et de victimisation surtout, qui fait que c'est toujours la faute des autres. Et forcément, si tu cherches la faute toujours chez les autres, bah tu vas pas te rectifier. C'est ça. Tu vois. Et donc, est-ce que tu aurais des choses un peu plus positives à dire sur le collège? En fait, on peut trouver tous les défauts qu'on veut à l'école française en général. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, comparons à ce qu'il y a dans le monde, en fait. Ouais. Il manque peut-être des moyens par rapport à il y a 5, 10, 15 ans. Ouais, forcément. Je dis pas qu'on a déjà vu des collèges dans le 93 ou des lycées qui étaient un peu délabrés. Ouais. Mais ça n'empêche que si nous, on fait toujours le nécessaire pour avancer, pour que nos enfants avancent dans le bon sens, étudient, ils vont réussir. Ils ont cette chance-là, en fait. Moi, par exemple, je vais un peu déborder sur des sujets qu'on traitera plus tard, mais j'arrive pas à comprendre comment on peut ne pas réussir en France. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les enfants ne réussissent pas parce que en dehors de l'école, ils s'ennuient. Ouais. Ils n'ont rien à faire. Donc, ils vont faire des bêtises dans la rue, etc. Mais en France, ce qui est fou, c'est que même quand tu es pauvre, tu as accès à énormément de choses. Tu sors de l'école. Imagine que tu es mauvais à l'école. Ouais. Tu as des cours du soir qui sont gratuits. C'est vrai. Moi, je me souviens, j'étais bénévole. Ouais. C'est-à-dire que je faisais des aides aux devoirs à des enfants, chez eux. Ça, c'était à quel âge? Moi, j'étais au lycée et j'aidais des gens qui étaient au collège. Ok. J'allais chez eux, gratuitement, bénévolement, je les aidais. Mais ça, c'est la ville qui a mis en place. C'est pas moi qui l'ai fait tout seul. Ouais, bien sûr. Voilà, en gros, ils nous ont dit clairement dans un courrier, Colombe vous a donné cette chance-là, cette chance-là, cette chance-là. Ouais. Est-ce que maintenant, vous pouvez donner un peu de votre temps pour aider les autres? Et moi, je me souviens, quand j'étais au collège, j'avais des manques en français. J'étais pas très bon, j'étais surtout bon en maths, mais en français, j'étais pas terrible. Ouais. Et j'avais des cours gratuits, français, cours du soir. Ouais, pour t'améliorer. Pour m'améliorer. Et je me dis, avec ça, qui est gratuit, avec le sport, on parlera plus tard, avec tout, tu payes quasiment rien si t'as pas d'argent. Ouais. Tu peux faire du foot, du basket, du tennis, ce que tu veux. Ouais. Ça veut dire que tu peux remplir bien ton emploi du temps. Ouais. Le week-end, t'as pas le temps de traîner. Pas le temps. Le week-end, ce qui se passe, c'est que tu as les compétitions, les combats ou le match pour le sport collectif. Genre le samedi ou le dimanche. Voilà, samedi ou dimanche. Ouais. On va dire, au gré, tu as un jour dans la cité, un jour dans la semaine où tu vas traîner dans la cité, peut-être. Mais tu vas faire des foot avec tes potes, etc. C'est ça. C'est dans une dynamique, en fait. Voilà, avec tout ce qu'il y a, tu peux pas dire. Parce que généralement, quand on fait des bêtises, c'est parce que l'enfant s'ennuie. Exactement. Ouais. C'est pour ça. Et à partir du moment où il y a tout ça, il n'est pas possible. Pas possible d'échouer. C'est vrai. On peut avoir des manquements, tu peux avoir des enfants qui ne sont pas faits pour l'école. On parle d'une manière générale et pas des cas particuliers. Ouais, bien sûr. De manière générale, il y a tout en France pour que le pauvre, celui qui est entre les deux cases, ou le riche réussisse. Ouais. Au moins le bac. Au moins le bac. Même si aujourd'hui on dénigre le bac, en disant ça sert à rien, etc. Non, ça sert. L'éducation sert parce que c'est le début. C'est ça. C'est le début, mais au moins, tu as tout ce qu'il faut pour arriver à ça. Tu as tout ce qu'il faut. Je te laisse continuer, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est ça. En fait, comme tu dis, le bac, c'est une clé, mais en fait, la question, je devrais poser à l'inverse. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les enfants réussissent? Pour ceux qui réussissent pas, qui se plaignent. Qu'est-ce qu'il faudrait de l'argent en plus? Vous voulez de l'argent en plus? Grave. La France donne assez d'argent. Quel pays aujourd'hui dans le monde donne autant que la France? C'est la question que je pose. C'est vrai. Moi, j'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, je dis pas le contraire. Mais me dites pas que c'est la majorité du monde qui donne les allocations familiales, les allocations logement, les primes à la naissance, tout ça. La rentrée scolaire. Même si vous trouvez que c'est peu, on peut trouver que c'est peu. Ils te la donnent. Ils sont pas obligés. C'est ça. On peut dire c'est nos impôts. Mais sauf que toi, quand t'es pauvre, ils te la donnent. Exactement. Quand t'as pas d'argent, on te donne tout ça. Exactement. Donc tout ça pour dire que franchement la France avec toutes ces aides, on ne trouve pas ça dans autre part. Il faut savoir être reconnaissant à un moment donné. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que
nous, on est issus du Maghreb, de l'Afrique noire, etc. Et il faut être conscient que, pour ne pas dire tous les pays, parce que je ne les connais pas tous, la grande majorité ne donne pas d'aide. C'est vrai. Il faut galérer, il faut bosser, etc. Donc, ce qui fait que tout ce qu'on nous donne, toutes les chances, on a une chance énorme. Voilà, tout ça pour dire ça, en gros. Exactement. Donc voilà, il faut juste vraiment se rendre compte de la chance qu'on a et de la prendre, vraiment de la prendre pour essayer de faire quelque chose d'intéressant. Ouais, exactement. Donc ça, c'est ton mot final, ça y est. Après, on va juste conclure sur ça. Bah, je te laisse, vas-y, conclue. En fait, tout ça pour dire que, en fait, quand on est en France, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'on a. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Ouais, c'est vrai, on n'a pas de comparaison. Exactement, on n'a pas de point de comparaison, ce qui fait qu'on prend tout comme étant un acquis. Et si on ouvrait les yeux sur le monde, on se dirait ah ouais, si je suis pauvre, je peux pas réussir. J'ai pas les moyens de faire ça. Je suis obligé de bosser même en étant presque un enfant ou un adolescent. Donc juste quand on voit ça, ou j'habite aussi dans des conditions qui sont, même si c'est HLM, on va comparer soit avant en France, dans les années 60, quand nos grands-parents sont arrivés, exactement, ou compare au reste du monde, simplement, même aux États-Unis, quand tu es pauvre. Donc compare et sincèrement sois vraiment reconnaissant, parce que je connais pas tous les pays du monde, mais socialement, quand on est pauvre, on a une chance vraiment incroyable. J'appuie sur le fait de dire incroyable. C'est vrai, de réussir. Exactement, de réussir. Donc moi, je conclurai un peu comme toi, c'est-à-dire que, en fait, c'est honteux, quand on parle du point de vue mondial, d'avoir vécu en France, d'avoir grandi en France, et d'arriver à 20 ans, 25 ans, parfois pour certains 40 ans, sans aucune compétence, aucun diplôme, aucun savoir-faire. C'est honteux. C'est honteux. Donc là, on a traité le sujet de l'éducation nationale, donc l'école. Dans un prochain podcast, on traitera la formation, c'est-à-dire que pour ceux qui ont fait des études ou qui n'ont pas fait d'études, il y a la possibilité de se former à un métier, d'avoir des diplômes qualifiants. Donc, arriver à cet âge-là, sans rien, ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable. Il faut arrêter cette mentalité aussi dans les cités de dire que personne nous aime, qu'on n'y arrivera pas, que ça sert à rien d'essayer, etc. Non, c'est faux. C'est de l'ingratitude. Parce que si on vous prend et qu'on vous met dans des pays où vraiment il n'y a rien, là vous allez comprendre ce que c'est. Là vous allez voir la chance que vous avez. Je vais donner une petite anecdote juste pour finir. On parlait de la scolarité en France. Nous on parle de l'Île-de-France. Donc en Île-de-France, tu marches à peu près, en général, 5-10 minutes max de chez toi, tu as un bus. En général. Si c'est pas 5 minutes ou 2 minutes. Tu as un bus, donc la société RATP, qui vient toutes les 5-10 minutes. Ça dépend des créneaux. D'accord ? Donc, tu as ton bus qui peut t'emmener directement à l'école ou au collège ou au lycée. Tu as, pour certains, les Parisiens intramuros, tu as les métros, plus les bus, plus pour ceux qui habitent loin, qui peuvent prendre un train ou n'importe. Ça dépend quel âge. Mais en termes de moyens de transport, on est gâté. Vraiment, on est gâté en Île-de-France. Moi, par exemple, je me rappelle quand j'étais petit, moi je viens d'un village en Kabylie, et quand je passais l'été là-bas, quand je discutais avec ma famille, bien eux, ils vivent dans les montagnes, et ma famille me racontait comment ils allaient à l'école. En sachant qu'ils allaient le matin, ils revenaient pour midi, ils repartaient l'après-midi, ils revenaient le soir, en sachant que l'hiver il neige, donc c'est des conditions très difficiles. Eh bien, ils faisaient à pied. Et ils traversaient la montagne. Ils passaient par la montagne, ils grimpaient, on se comprend, ils marchaient dans des petits chemins, etc., pour arriver à l'école. Difficulté pour aller à l'école. C'est une difficulté. Et ils y allaient. Et il y en a parmi eux qui finissent avec des études brillantes. Tellement brillantes qu'après, ils sont pris à l'étranger. Ils peuvent continuer des études supérieures en France, au Canada, aux États-Unis. Et tu te dis, attends, quelqu'un qui sort d'un village en Kabylie, où ils n'ont rien,
ils arrivent à faire des études supérieures en France, là où toi tu as grandi, au Canada ou aux États-Unis, et toi qui as grandi en France, tu n'as même pas le brevet des collèges, par exemple, ou tu as arrêté l'école, ou tu ne sais même pas lire, ou rien ne t'intéresse. Non, c'est pas possible. Donc, c'est une situation très grave, mais qui peut se régler au moins avec ce constat. C'est-à-dire ce constat-là d'être reconnaissant, d'être conscient de la situation et d'être reconnaissant et de dire merci. D'être merci pour ce que vous faites, tout simplement. Et à partir de là, ça pourra attirer que du bien. Exactement. Bah, écoute, je pense, bon, on a fait le tour. On a fait le tour. En tout cas, ce podcast, c'est vraiment pour se rendre compte de la chance qu'on a d'étudier en France. Évidemment, on n'a pas pointé les problèmes, mais c'est pas le but de ce podcast. C'est vraiment de voir les bons côtés et de foncer. De toute façon, si on énumère les problèmes, ça résoudra rien. Donc, il faut vraiment aller de l'avant, prendre ce qu'il y a à prendre, et il y a énormément de choses à prendre, et avancer. Et si on avance, ne serait-ce que correctement, on arrivera forcément à quelque part. Ouais, forcément à quelque part. Exactement. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, le mot de la fin. C'était cool, c'était bien. Merci Sofiane. Merci Hamou. Et on vous dit merci. Si vous êtes resté jusque-là, bravo. Vous êtes incroyable, un public incroyable. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez donner votre avis sur l'éducation nationale en France ou le fait de grandir en France avec les chances que ça a. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes. Ça fait toujours plaisir et ça permettra à YouTube de mettre de la visibilité sur notre chaîne. Et on vous dit à la prochaine et merci Hamou. Merci à toi.